Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent dans notre nouveau live sur notre chaîne FFJV. Et ce soir, donc, on est là pour la fac du pôle conférence. Donc, on est le mercredi 25 mai 2022 et je suis avec Dart, donc le responsable du pôle conférence. Comment ça va, Dart? Très bien, bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc vous êtes sur la chaîne Twitch de la FFJV. Ce soir, on se retrouve pour notre deuxième fac du pôle conférence où on va répondre aux questions que vous avez pu poser au pôle conférence sur la gestion des associations. Il y avait déjà eu une première fac qui avait été faite, qui est disponible sur la chaîne YouTube. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être, Dart, est-ce que tu peux justement nous rappeler c'est quoi le pôle conférence à la FFJV? Oui, alors avant que je présente le pôle, je vous laisse tous mettre un petit 5 sur 5 pour être sûr que tout le monde nous entende bien. Et pour ce qui est du pôle conférence de la FFJV, donc c'est un pôle qui a été construit en partenariat avec l'association DI, pour laquelle je suis président et cofondateur. L'objectif, c'est quoi? C'est d'apporter une connaissance juridique, légale, managériale et stratégique auprès des associations affiliées de la FFJV et par le biais des FAQ à l'ensemble des personnes qui sont sur le Discord de la FFJV. On est une équipe de 5 pour l'heure et on travaille conjointement à différentes thématiques. On intervient aussi à l'extérieur sur demande de prestations. On sera d'ailleurs à Tours le 25 juin pour un atelier débat en début d'après-midi avec différentes autorités publiques, députés, responsables du pôle e-sport à la CCI par exemple. Et puis on animera également une conférence sur le bien-être associatif auprès de notre commanditaire. Voilà. Plus largement, le pôle conférence, c'est aussi un appui pour le CODIR de la FFJV, puisqu'on intervient sur l'organisation et la structuration globale de la FFJV à titre de conseil, et puis à titre plus individuel auprès des affiliés sur leurs problématiques quotidiennes, notamment juridiques, quand celles-ci se présentent et quand ils ont besoin de réponses rapides. Voilà, pour ce qui est du pôle conférence. Super, je vois qu'il y a déjà un 5 sur 5 qui nous a été mis, hein, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et n'hésitez pas aussi à intervenir dans le chat. Alors, Dart, est-ce que tu es prêt pour les questions? C'est parti. Alors, première question, les coachs doivent-ils obligatoirement fournir leur diplôme afin d'être rémunérés? Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Donc déjà, la validation de la compétence et du savoir de manière plus large et de la responsabilité du président d'association ou par délégation. Merci NTHX. Ou par délégation de la personne chargée des ressources humaines ou à minima du recrutement. Cependant, il y a également un principe moral qui incombe à chacun sur la mise en avant des compétences individuelles. Si je vous prends le cas du privé pur et dur, si un salarié ment sur ses expériences ou ses diplômes, ça peut aboutir à la nullité d'un contrat de travail pour vice de consentement. Si le futur collaborateur remet à son futur employeur de faux diplômes, il peut encourir une amende pouvant aller jusqu'à 2 000 € et une peine de prison pouvant aller de 5 à 10 ans. Donc, sur le droit privé des entreprises, c'est sanctionné. Sur le bénévolat, vous ne pouvez pas exiger un diplôme puisqu'on n'est pas sur du recrutement classique. C'est à vous, association, et ça c'est le discours que je tiens depuis le début, je l'ai déjà dit sur la dernière FAQ, c'est à vous, association, d'accompagner, de permettre la montée en compétences, en savoir-faire, en savoir-être de vos bénévoles, puisque dans association, il y a associé, et il y a social. Donc, partie de là, c'est de notre devoir d'association de permettre à chacun de valoriser ses talents et de continuer à évoluer et d'apprendre. Donc, sur le plan légal, vous ne pouvez pas demander de diplôme si c'est pour une adhésion. Si c'est dans le cadre d'un contrat de travail, je vous recommande vivement d'avoir une copie de l'entièreté des diplômes de votre futur collaborateur.
Dans la gestion, il est quand même impératif que vous demandiez les diplômes obtenus. Si vraiment il y a une rémunération, une réelle stratégie qui va avoir un impact primordial, essentiel sur le développement et la santé de l'association pour valider l'acquisition des savoirs. Et c'est ce que je disais, si on parle de rémunération, le contrat de travail, donc vous devez avoir un retour sur investissement, parce que vous allez payer ces gens-là. Donc en outre, s'il ne dispose pas des compétences ni du diplôme requis pour le poste sur lequel vous pourriez le rémunérer, vous perdrez forcément de l'argent. Et ça, c'est dramatique. Encore plus sur l'associatif, puisque il n'y a pas de bénéfice pour venir équilibrer la perte financière. Si on parle de rémunération et donc d'un contrat de travail, il est impératif que vous y notifiez une période d'essai. C'est une période sur laquelle vous, comme le futur salarié, peuvent mettre fin au contrat sans se justifier. Ça vous donnera une sécurité, que ce soit sur un contrat, et je vous recommande de le faire sur un contrat à durée déterminée, bien que ce soit obligatoire, et surtout sur un contrat à durée indéterminée, puisque vous n'êtes pas à l'abri de louper un recrutement, ça nous arrive tous régulièrement. Donc, si la question était portée sur de la rémunération, je vous recommande une période d'essai sur un contrat de travail. Voilà. Alors, un club e-sport peut-il proposer des prestations de services ainsi que des conférences sur les outils du quotidien, exemple Word et autres outils informatiques? Alors, bien évidemment, un club peut proposer des services annexes à une condition. Il y a une règle à respecter. Il faut que cet élargissement des activités soit noté dans vos statuts d'association pour être en conformité avec la législation. Si rien n'est précisé dans vos statuts, vous devez réaliser une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Tout dépend de la procédure que vous avez notée dans vos statuts, afin que les propositions de modification soient soumises au vote à l'Assemblée et à la majorité des voix. Et à l'issue de l'Assemblée générale, vous devrez rédiger un procès-verbal de modification de statut et compléter un CERFA, le 13 973 03, porté sur la modification d'une association, et les envoyer accompagnés du procès-verbal en préfecture pour la France de l'Intérieur et au tribunal d'instance pour l'Alsace-Moselle. Et vous pouvez également faire cette déclaration sur le site Service public ou depuis le site internet lecomptassos.gouv.fr. Si vous n'avez pas précisé cette modalité de révision de statut dans les statuts initiaux, vous devez réaliser une assemblée générale extraordinaire, le soumettre au vote, rédiger un procès-verbal de modification, et puis, lors de votre assemblée générale ordinaire, refaire exactement la même chose et là joindre bien les deux procès-verbaux à votre demande de modification en préfecture au tribunal d'instance si vous êtes sur l'Alsace-Moselle. Voilà. Quel est le montant maximal du cash prize qu'un organisateur peut fournir dans une compétition de jeux vidéo en LAN ou online? Alors, pour cette question, je dois avouer que je me suis bien creusé. Elle m'a pris beaucoup de temps. Donc, de mes recherches juridiques, il n'y a pas de montant défini maximum autorisé dans la législation. Toutefois, pour tout cash prize dont la valeur des gains et lots mis en jeu sont supérieurs à 10 000 €, les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un instrument ou d'un mécanisme garantissant le reversement en totalité. Ça peut être l'ouverture d'un compte bancaire spécialement dédié à cet événement-là. Ça peut être un document comptable qui prouve qu'il y a un virement qui a été effectué. Voilà, ça peut être des factures d'achat liées au budget prévu pour cet événement-là. Enfin, voilà, un justificatif qui va garantir qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds ou de matériel. Donc, ça peut passer par une assurance ou alors un compte sous séquestre, donc un compte disposant d'une sécurité particulière, c'est ce que j'expliquais. Et à l'issue de la compétition, l'organisateur doit déclarer par voie électronique au ministère de l'Intérieur chargé des courses et jeux tout dépassement du taux à 100%. C'est-à-dire, si vous avez un dépassement des gains qui excèdent leur totalité, vous devez le déclarer au ministère de l'Intérieur qui se charge des courses et jeux. À défaut de déclaration, la compétition sera requalifiée en loterie et des sanctions pénales et pécuniaires seront prises à l'encontre des organisateurs.
Donc, ne faites pas de zèle là-dessus. Vous organisez un truc, soyez dans les clous juridiques, renseignez-vous bien en amont, organisez-vous, structurez-vous, budgétisez, tracez, mailez, formalisez, créez des documents, des supports pour que tout soit bien en règle. Là-dessus, ne faites pas de zèle parce que les sanctions peuvent être très lourdes. Alors, devons-nous, en tant qu'organisateur pour la création d'un événement, demander une autorisation à l'éditeur du jeu vidéo concerné? Alors, les propriétaires de jeux vidéo sont leurs éditeurs. Ils sont en droit d'interdire à n'importe quel organisme d'utiliser leurs jeux vidéo ou à n'importe quelle propriété intellectuelle liée à ces derniers. Chaque éditeur possède une politique différente concernant l'attribution d'autorisations aux organisations tierces, par le biais des licences, suivant leurs jeux vidéo. Les organisateurs ont également l'obligation de suivre les réglementations et consignes spécifiques à chaque jeu et mises à disposition par leurs éditeurs. Dans le cas contraire, il s'agit d'un acte de contrefaçon au sens de la propriété intellectuelle. Et du coup, les organisateurs peuvent s'exposer à des poursuites judiciaires au civil ou au pénal. Donc, sans accord de l'éditeur en amont, vous ne pouvez pas l'organiser dans la légalité. Et si vous ne respectez pas les directives de l'éditeur, vous êtes aussi dans l'illégalité. Donc après, il y a de nombreux cas où les organisateurs se sont vus refuser l'utilisation d'un jeu lors d'une compétition. C'est pourquoi il est nécessaire d'anticiper la problématique le plus tôt possible. Ne faites aucune campagne de com sur un tournoi tant que vous n'avez pas un retour écrit, donc par mail, un courrier recommandé, etc., une trace écrite de l'éditeur vous autorisant à organiser une compétition sur ce jeu-là. La grande variété de jeux et d'éditeurs différents rend aussi difficile la collecte sur une même page pour toutes les consignes. Donc, sur le site de Francis Sport, pardon la FFJV pour la pub, il y a les recommandations des éditeurs de jeux sur les jeux à succès. Et vous avez également le mail de contact et des modalités de contact s'il s'agit d'autres jeux de ces mêmes éditeurs. Donc, allez y faire un tour pour être sûr que vous soyez bien dans les règles, parce qu'il serait dommage que votre association, même vous en tant que représentant d'association, vous vous retrouviez au civil ou au pénal juste parce qu'il y a eu une erreur de virgule sur une prise de contact. Donc pour conclure mon speech, c'est à vous qu'il appartient de formuler une demande auprès des éditeurs de jeux vidéo pour la mise en place d'une compétition. Faute de quoi, vous ne respectez pas le cadre légal et donc c'est vous qui êtes responsable sur le plan juridique. Alors, conseillez-vous un bulletin d'adhésion ou un contrat bénévole? Alors déjà, avant de répondre à la question, il faut redéfinir l'un et l'autre. Donc pour le bulletin d'adhésion, l'un comme l'autre ne sont pas imposés par la loi. Cela étant, vous devez quand même savoir qui sont vos bénévoles, qui sont vos adhérents, qui sont vos membres bienfaiteurs, vos donateurs. Ne serait-ce que pour la logistique de votre association, pour moi, c'est quand même une plus-value. Donc, ce n'est pas imposé par la loi. Ça constitue une preuve quand même qu'une personne fait bien partie de votre association. D'accord ? Donc, si jamais la personne n'est plus dans votre association, c'est à vous qu'il appartient d'actualiser rapidement votre fichier. Et attention à la loi RGPD, ne communiquez pas ces données à droite à gauche, puisque là aussi, vous êtes sanctionnable pénalement. Protégez les données, attribuez quelqu'un qui ne gère que ça peut être le secrétaire. Moi, je sais que par exemple, elle a dit, c'est moi qui m'occupe de tout ça, puisque de toute façon, on sait que le premier à couler, c'est forcément le président et le vice-président en fonction de comment c'est noté sur les statuts. Donc, c'est moi qui m'en occupe. Comme ça, c'est une connerie. Je sais que c'est de ma faute et pas celle de mes adhérents. Donc, ils peuvent devenir obligatoires uniquement si vos statuts en font mention. Par contre, si vous faites mention d'un formulaire d'adhésion, etc., ça doit figurer. Ça doit être créé, tracé, enregistré. Et s'il y a des modalités particulières, bien évidemment, vous appliquez les modalités indiquées dans vos statuts. Et pour l'association, du coup, de manière plus générale, c'est aussi un moyen de collecter facilement les informations personnelles des adhérents, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des enquêtes liées au ministère des Sports et du Numérique, par exemple, demandant de savoir, pour chaque association, combien vous avez d'hommes et de femmes et sur quel poste.
quelle fonction. Ça peut être une demande du ministère. Ce n'est pas impossible. Pour ce qui est du contrat bénévole, il est important de rappeler déjà que le bénévole n'est soumis à aucun lien de subordination. Ce n'est pas comme un contrat de travail. Et si jamais sur le contrat ou dans la manière de faire d'association dès l'instant, il y a un contrat bénévole, il est reconnu au juridique qu'il y a un lien de subordination, c'est automatiquement requalifié en contrat de travail. Donc là, ça veut dire cotisation sociale, salaire. Là, on ne parle pas de la même chose déjà. Toutefois, le contrat bénévole peut aussi être mis en place afin de définir les engagements liant le bénévole avec l'organisation associative. La convention bénévole, et je vais plutôt employer ce terme parce que contrat, pour moi, j'entends contrat de travail, et ça me gêne, ne doit en aucun cas laisser une quelconque interprétation de contrainte à l'encontre du bénévole. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre bénévole, voilà, tu es bénévole, mais par contre, vu qu'on a une continuité le week-end, tu es là un week-end sur 2 obligatoirement. C'est une contrainte, c'est un lien de subordination, c'est donc un contrat de travail. Elle donne tout simplement les bases de l'engagement bénévole au sein de l'association. En vrai, c'est plus une charte morale qu'autre chose. En présence ou l'absence d'un contrat bénévole, les bénévoles sont dans l'obligation de respecter toutefois les dispositions statutaires de l'association. Donc, statut, règlement intérieur, valeurs, code de vie. À cela s'ajoute éventuellement le règlement intérieur, c'est ce que je viens de vous dire, mais encore, il doit observer les normes de sécurité qui régissent le domaine d'activité dans lequel il intervient. Vous êtes responsable de la sécurité de vos adhérents, mais ils ont aussi une obligation sur leur sécurité individuelle et collective. Par exemple, vous avez interdit à un bénévole de conduire un véhicule parce qu'il n'a pas le permis ou il ne vous l'a pas fourni. Vous le tracez sur un écrit déjà, premièrement, pour vous sécuriser. Si le bénévole prend ce véhicule et qu'il a un accident, juridiquement, il peut être reconnu, lui, responsable parce que vous aviez connaissance et vous êtes intervenu en lui interdisant la conduite du véhicule. Ça peut être ça. S'il y a un local électrique, par exemple, je ne sais pas, vous avez une baie de brassage avec des serveurs, risque électrique, seul un certain nombre de personnes y ont accès. Un bénévole y rentre de manière délibérée ou force la porte, c'est une atteinte à sa sécurité, il est responsable. Toutefois, afin d'apporter une sécurité supplémentaire dans votre gestion, je vous recommande quand même de remplir un formulaire, un bulletin d'adhésion, ou alors de passer depuis votre plateforme CRM de gestion d'association. Donc la FFJV vous propose Yapla à titre gratuit pour les affiliés. Vous pouvez le faire depuis cette plateforme-là. Et pour le règlement intérieur, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté en disant oui, mais je ne l'ai pas eu, faites signer le règlement intérieur. Faites-le signer par vos nouveaux adhérents, puis scannez-le et glissez-le dans un dossier. Comme ça, s'il dit oui, mais je n'étais pas au courant, bah si, tu as signé, tu as marqué lui approuvé. Donc tu étais au courant. Couvrez-vous. Pour un cas plus concret, étant RH dans le privé, je m'occupe aussi de l'intégration des nouveaux arrivants par le biais de la remise du livret d'accueil et du règlement intérieur. Systématiquement, je le fais signer. Et je rajoute une sécurité supplémentaire puisque sur mes contrats de travail, je note noir sur blanc que le salarié nouvellement arrivé s'engage à respecter et appliquer les consignes de sécurité et d'appliquer le règlement intérieur dès la signature du contrat de travail. Comme ça, s'il l'enfreint, ah oui, j'étais pas au courant. Bah ouais, mais tu as lu ton contrat, donc tu le savais. Et tu as signé aussi sur ton contrat de travail que je t'ai remis le livret de sécurité. Donc, dedans, il y a le règlement intérieur. Donc, tu l'as forcément. Anticipez, soyez carré, couvrez. Imaginez toujours la pire des situations, si jamais ça se passe mal. De là, vous serez mieux préparé. Question suivante. Alors, les joueurs adhérents d'une association peuvent-ils avoir un contrat bénévole? Si oui, quel type de contrat? Alors, que ce soit de simples adhérents ou un membre du bureau conseil d'administration, il vous est tout à fait possible de mettre en place du coup un contrat bénévole. Vous ne devez cependant pas faire mention de plusieurs éléments.
la notion de période d'essai, la mise en avant ou l'interprétation d'un éventuel lien de subordination, les plages de présence obligatoire au sein de l'association, une éventuelle rémunération ou une éventuelle gratification, des avantages sociaux, des contraintes liées à l'organisation d'un pôle ou d'un service, et engager un bénévole à des missions bien définies. Ça, ce sont les choses qui ne doivent jamais figurer sur un contrat bénévole. Toutefois, vous pouvez quand même mettre un certain nombre d'éléments. Le code de conduite et de bienséance du bénévole, l'ensemble des axes et projets sur lesquels le bénévole peut se porter volontaire, le remboursement sur facture des frais engagés par le bénévole dans le cadre des déplacements, les sanctions liées en cas de non-respect des statuts et du règlement intérieur, la notion de volontariat et de proposition du bénévole, l'obligation de respecter l'ensemble des règles de sécurité en vigueur pouvant être décidées à l'avenir ou pouvant être décidées à l'avenir, ma formulation sera plus juste, et les obligations de l'association envers son bénévole. Alors, je vais même aller plus loin que ça. Je vous recommande même le contrat bénévole. Pourquoi? L'association, c'est ce que je prône depuis que je suis au pôle conférence, a un rôle non négligeable sur la préparation notamment des jeunes à leur vie professionnelle. En tout cas, c'est ma vision de l'association. Donc pour moi, il semble pertinent de proposer ce type de convention pour les familiariser avec les contrats de travail et la notion de règle entre deux parties. L'association a des engagements, mais le bénévole en a aussi. Et c'est exactement la même chose dans le droit privé. En entreprise, il y aura les mêmes choses. L'entreprise aura des obligations vis-à-vis de son salarié, mais le salarié aura aussi des obligations vis-à-vis de son employeur. Donc moi, je vous recommande de le mettre en place pour aller davantage dans l'accompagnement des jeunes. Ensuite, Alors, après la complétude du bulletin d'adhésion ou de la convention bénévole, quel document fournir à l'adhérent? alors, une fois que vous avez validé l'adhésion, qu'il vous a remis tous les papiers, etc., vous pouvez lui remettre une copie du bulletin d'adhésion, une copie originale, et je parle bien d'original, de la convention bénévole signée entre le bénévole et l'association. Donc, généralement, c'est le président de l'association qui s'occupe de la signature. Si vous avez ça en place, une carte membre, code d'accès, mail, intranet, si vous avez, la facture de sa cotisation, s'il y en a une, le règlement intérieur avec signature, les statuts d'association et l'endroit où il peut consulter les comptes rendus d'assemblée générale, ordinaire et extraordinaire. Ça, c'est ce que je recommande pour une intégration de bénévoles en bonne et due forme. Sur l'aspect légal, pur et dur, il n'y a pas d'obligation, sauf pour les éléments que le bénévole signe. Donc, le bulletin d'adhésion, par exemple, le règlement intérieur, la convention bénévole. Afin de réaliser une intégration de qualité, il est quand même important que l'ensemble des éléments que je viens de vous énumérer soient appliqués. Ceci permettra du bénévole de se sentir parfaitement intégré au projet de l'association et ça favorisera également son investissement personnel. Pourquoi? Parce que psychologiquement parlant, il va se dire ouais, j'ai tout, donc je fais bien partie de l'équipe, j'ai ma place. Du coup, vous allez favoriser le dynamisme et à minima, dans la pire des éventualités, vous allez du coup gagner du temps sur la fameuse retombée de mayonnaise qu'il y a sur les recrutements e-sportifs aujourd'hui. Les gens sont efficaces 15 jours, ils sont là 15 jours tous les jours, et puis un jour, ils sont disparus, ils sont morts, ils ont disparu, enfin, on les voit plus. Donc, du coup, ça vous va vous permettre de gagner du temps là-dessus et de peaufiner votre intégration pour faire les suivis avec vos bénévoles sur ce qui leur manque, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils proposent pour développer et améliorer les conditions de l'association. Vous voyez toujours l'implication de vos bénévoles parce que sans les bénévoles, il n'y a pas d'association. Ensuite, Alors, pour une association, est-il préférable de créer un site marchand ou un site vitrine? alors, déjà, on va définir ce qu'est un site marchand et un site vitrine. Donc, pour le site vitrine, c'est un site. Alors là, c'est la définition purement web que je vous donne. C'est un site web qui se résume à la présentation d'une entité, qui s'oppose au site marchand ou à la boutique en ligne, puisque elles offrent de leur côté la possibilité de réaliser des transactions. Le site marchand, du coup, est un site qui permet à ses visiteurs de commander
et ou de payer des produits ou des services. Donc, pour une association dont vos objets, c'est de réaliser de la prestation de services, telle que la création d'événements, par exemple, on parlera alors de site marchand. D'accord? Parce que vous allez proposer une tarification, peut-être demander un acompte au moment où les gens souhaitent travailler avec vous, avant de faire les premiers rendez-vous. Si c'est juste donner un visuel supplémentaire à votre association pour développer davantage sa notoriété, et là je parle bien de sa notoriété, pas de sa visibilité, parce qu'aujourd'hui ça ne marche plus, là du coup on parlera de site vitrine. Donc, point de vigilance quand même sur le site marchand. Je rappelle que c'est la possibilité notamment de payer des produits ou des services. Si votre association impose le paiement d'une cotisation et qu'il vous est possible de réaliser ces transactions directement depuis votre site internet, on parle bel et bien d'un site marchand. Pareil pour la collecte de dons. Ce sont des sites marchands, puisque textuellement, c'est la possibilité de réaliser des transactions en ligne. Si ça fait partie de vos objectifs ou de vos projets, cotisation, dons, site marchand. C'est juste présenter l'association et ses activités, site vitrine. Ensuite. Alors, qu'est-ce qu'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire? Alors, déjà, l'assemblée générale ordinaire, puisque c'est la plus facile, doit avoir lieu tous les ans à la fin de votre exercice comptable ou de trésorerie. Ça permet aux adhérents de valider les comptes annuels de l'association sur l'année qui s'est écoulée, de refaire l'inventaire des projets qui ont été développés sur l'année, les dépenses et les recettes réalisées. Et du coup, de voter le budget de l'année suivante. D'accord? De présenter les axes de développement de l'année qui va suivre, de les valider, de les soumettre au vote. Et ça, c'est à la main des adhérents. Si la majorité vote non, vous ne pouvez pas appliquer ce que vous avez dit. C'est illégal. Pour ce qui est de l'Assemblée générale extraordinaire, elle a lieu lorsqu'un changement important doit être effectué. Donc, les modalités pour constituer une Assemblée générale extraordinaire sont généralement définies dans vos statuts d'association. Donc, pour l'ADI, par exemple, pour vous donner un exemple concret, une AGE, Assemblée générale extraordinaire, se fait soit sur demande des 2/3 de mes adhérents, ou alors sur sollicitation expresse du président et ou du vice-président, puisque ce qui nous délimite chacun, c'est juste l'intitulé de nos fonctions. Voilà, c'est les seules conditions qu'on a mis dans nos statuts. Et par exemple, la révision des statuts, chez nous, ça passe uniquement par le président et le vice-président à l'unanimité des deux parties. C'est proposé ensuite en assemblée générale aux adhérents, mais à titre consultatif, et non pas de droit de vote sur la révision des statuts. Après, libre à moi et à mon vice-président d'en prendre compte ou pas. Mais voilà, ce sont des modalités qu'on a imposées dans nos statuts pour gagner du temps. Je ne dis pas que c'est démocratique, bien au contraire, mais c'est des choses qui sont possibles de faire. Alors, de manière générale, du coup, une AGE est réalisée dans les cas suivants, pour vous donner un ordre d'idée. Modification de l'objet social, l'exclusion d'un membre, l'acquisition ou la vente d'un patrimoine immobilier, la dissolution de l'association, l'ouverture ou la clôture d'un compte bancaire, la création d'une nouvelle antenne propre à l'association. Je ne sais pas, votre siège il est à Paris, vous voulez ouvrir une antenne à Marseille, vous devez faire une assemblée générale extraordinaire. Et la modification du siège social. Ce sont les principaux critères aujourd'hui sur lesquels une assemblée générale extraordinaire s'applique auprès des associations. Voilà. Quel est le rôle d'un membre actif? Alors, ce qui définit le rôle d'un membre actif, c'est d'abord la définition que vous donnerez dans vos statuts d'association. Mais de manière générale, et ça on le trouve dans tous les exemples de statuts aujourd'hui, un membre actif, c'est une personne qui s'engage à respecter de manière permanente les statuts d'une association dans le but de contribuer à la réalisation de son objet statuaire. Concrètement, c'est quoi?
De manière générale, c'est juste quelqu'un qui est adhérent et qui va donner de son temps pour le développement de l'association. Voilà. A contrario, et là je vais un peu plus loin par rapport à la question, il existe aussi de membres passifs qui s'inscrit en creux par rapport à la définition que je viens de vous donner, puisqu'il s'agit d'une personne qui, par exemple, ne participera pas de droit ou de fait aux assemblées générales, qui n'envisage à aucun moment de prendre part à la vie active dans la gestion de l'association et ne fait que bénéficier de services rendus par l'association qui s'apparente plus à un client de l'association. Donc, il va plutôt faire travailler l'association pour son compte que lui donner du compte. Voilà, elle est là la différence entre les deux. Outre l'utilisation interne à l'association, statutaire ou usuelle, la distinction entre le membre actif et passif est utilisée par l'administration fiscale pour évaluer le caractère non lucratif de l'association. Voilà. Mais si vous devez retenir quelque chose de cette question, enfin de ma réponse sur cette question, c'est la définition du membre actif qui, le plus souvent, est juste quelqu'un qui va souhaiter adhérer et qui va donner de son temps, de ses compétences, de son savoir à l'association en vue de l'aider à se développer. Voilà. Quelle est la différence entre une association et une société? Alors, je ne rappellerai pas pour la 4e fois l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, puisque maintenant tout le monde la connaît. Cela étant, dans la loi du 1er juillet 1901, l'association se définit comme une convention par laquelle plusieurs parties mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans le but autre que le partage de bénéfices. C'est donc, de par la définition du premier article de la loi 1901, tout l'inverse de la définition du Code civil, article 1832, pour ceux que ça intéresse. Le contrat, alors je ne vous citerai pas l'article de loi, je vous le résume. Le contrat société, d'après l'article 1832 du Code civil, n'existe que par la réunion de 3 éléments. L'affectio societatis, donc c'est l'intention de constituer une société, l'apport financier et le partage de bénéfices et également la participation aux pertes. La grande différence du coup entre l'association et l'entreprise est donc la notion de partage de bénéfices, essentielle dans la société et bannie dans l'association. Dans le cas d'une création d'entreprise en rapport avec l'e-sport, sous quelle forme juridique doit-elle être? SAS, SARL ou autre? Alors, cette question, je dois mener des recherches plus poussées pour être plus concret dans ce que je pourrais vous apporter, puisqu'il y a énormément de statuts d'entreprise qui existent aujourd'hui et dont les critères varient d'un secteur à l'autre et d'une appellation à l'autre. Cela étant, vous pouvez quand même, si ça fait partie de vos projets urgents, aller voir sur service public. Vous avez un tableau qui est bien fait, mais qui va vous demander un peu de temps de compréhension et un peu de lecture, puisque je l'ai vu cette semaine en préparant la FAQ, mais j'ai dit je ne vais pas la traiter parce que je vais me perdre. Parce que ça demande un peu ça demande de creuser un peu le sujet. Qui reprend tous les statuts, les conditions, et généralement sur quel secteur il s'applique. Donc, dans les conditions que ce soit associé, les apports personnels, etc., quel montant minimum vous devez avoir en apport et tout ça. Donc, si ça fait partie de vos projets prochains, rapides, urgents, allez voir sur service public. Vous aurez toutes les réponses. Mais pour l'heure, je ne peux pas vous donner une réponse là-dessus puisque ça demande un travail d'investigation un peu plus poussé que juste vous refaire un calque de tableau, concrètement. Alors, quelles sont les démarches à faire pour la réalisation d'un événement en présentiel? Alors, la règle est toujours la même. Quel que soit l'événement que vous souhaitez mettre en place, dans un premier temps, il faut que vous preniez contact avec les différents acteurs, écoles, sponsors, communes, etc., pour déterminer le milieu, parce que c'est ce qui va rester le plus compliqué à gérer. Ensuite, vous devez chiffrer le coût de votre événement de manière prévisionnelle. Les dépenses, les entrées d'argent, l'investissement de location de locaux, du matériel, si c'est une compétition en offline ou en présentiel, le coût des déplacements éventuels, si ce sont des gens de chez vous, les frais de participation pour avoir une rentrée d'argent, mais vous ne devez pas faire de bénéfices là-dessus, je le rappelle.
tout euro dépensé par les personnes qui souhaitent participer doit être exclusivement réservé à la remise des gains. Voilà. Donc, il vous faut chiffrer tout ça, penser à l'organisation, à la logistique, poser une date et ensuite faire la campagne de communication. Donc, et tout ça, il faut le monter sur un dossier. Faites un dossier, un plan de projet avec plan financier, détail du projet, comment vous voyez, combien de personnes vous attendez, ou combien d'associations vous espérez voir participer, quelle campagne de com vous allez utiliser, par quel biais, quel visuel vous allez voir, etc., etc. Formalisez-le sur un dossier, puisque si on parle de l'AN, et là je m'arrête juste là-dessus, vous allez aller chercher des sponsors. Ça, c'est automatique, c'est une culture du secteur. Et si vous n'avez pas ça, vous allez passer pour des couillons. Vraiment. Ce ne sera pas carré, ce ne sera pas structuré, vous ne serez pas pris au sérieux et personne ne vous suivra. Donc, du coup, l'événement tombera à l'eau. Alors que ça pourrait être dommage puisque c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant à exploiter. Je fais aussi un point important sur la sécurité. Vous devez vous assurer déjà que vous disposez d'un point d'eau dans les locaux, ça fait partie des règles obligatoires de sécurité, et d'un ou plusieurs kits de premiers secours en fonction de la taille de votre événement. Si vous êtes organisateur, vous êtes responsable de la sécurité. Une assurance responsabilité civile qui couvre les organisateurs, les intervenants, les membres de votre association, les participants et les visiteurs. Vous avez quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie sur votre événement, vous pouvez être reconnu pénalement responsable. Si vous ne couvrez pas du coup l'ensemble de cette population-là, en cas d'accident, voilà, vous êtes responsable. Je le répète, mais c'est important. Et dans le cadre d'une compétition, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations parentales pour les participants mineurs, ainsi que de toutes les décharges en cas de panne, casse, vol des équipements appartenant aux participants dans le cadre d'une compétition. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, c'est très facile de se retourner contre vous. Le gars pète un plomb, personne ne l'a vu, il tape sur son ordinateur. Bah, tant pis, l'organisateur va payer. J'ai pas signé de décharge. Mineur? Ah mince, papa et maman, ils sont pas au courant. Il est à 200 km de chez lui, il se casse la jambe. Vous faites quoi? Donc là-dessus, soyez très vigilants. Ensuite. Quelles sont les démarches administratives pour travailler avec un coach? Alors, donc là, j'ai demandé à la personne qui m'a posé la question un peu plus de détails parce qu'elle était très évasive. Donc là, elle est ciblée sur un contrat de travail, un statut salarié. Donc, du coup, on est sur le droit du travail du secteur privé. Du coup, vous aurez besoin de votre numéro SIRET d'association, d'un code APE qui est fourni lorsqu'on fait la demande de SIRET. Donc, la demande de SIRET, si vous la voulez, même sans parler de salarié, vous pouvez la demander sur lecompteassos.gouv.fr. Ça se fait bien, ça va très vite. Et puis, vous recevez le papier de l'INSEE dans les 15 jours dans votre boîte aux lettres. Éditez bien évidemment un contrat de travail, mais attention, il y a des pièges sur le contrat de travail. Le contrat de travail doit reprendre le droit du travail, le code qui est défini par l'Assemblée nationale, et les dispositions de la convention collective applicable à votre secteur. Mais ça, vous pouvez la déterminer qu'en ayant votre code APE, donc un numéro SIRET. Puisque d'un code à l'autre, on n'a pas la même convention. Réalisez une déclaration préalable à l'embauche afin de sécuriser votre salarié le jour de sa prise de poste, puisque tant qu'il n'a pas signé son contrat de travail, la sécurité en cas d'accident du travail ou de trajet ne fonctionne pas. Du coup, on a inventé ce qu'on appelle la DPAE, déclaration préalable à l'embauche. Ça couvre le salarié entre le temps où il part de chez lui pour venir chez vous pour sa première journée. Et ça, c'est obligatoire, même s'il signe son contrat 3 jours avant. Vous devez la réaliser au plus tôt 8 jours avant, au plus tard la veille, parce que la Sécu vous retoque. Enfin, l'URSSAF vous retoque. Elle vous dit juste que c'est pas bien, qu'il aurait fallu la faire un petit peu plus tôt. Mais vous pouvez la faire dans les 30 minutes qui précèdent son arrivée.
Enfin, je le vois quand je suis un petit peu sous l'eau au bureau, je le fais. J'ai juste le message en disant c'est pas bien, mais ça s'arrête là. Cela étant, faites-le avant, toujours, c'est mieux. Créer un registre du personnel, donc là, il n'y a pas de format imposé par la loi. Toutefois, bon, je reste un grand classique, acheter un registre papier. Vous pouvez faire un fichier Excel, mais disons que le registre papier, vous êtes sûr d'être en conformité avec la juridiction. Investir dans un logiciel de paye ou alors financer un cabinet de comptable et paye, parce que on n'est pas tous formés à la paye et là, vous voyez, je suis en plein dedans au bureau et clairement, c'est un casse-tête sans nom. J'ai horreur de ça, donc ne vous amusez pas à faire vous-même les bulletins de paye, sauf si vous êtes déjà formé. Sinon, passez par un cabinet de paye, ce sera plus simple. Vous affiliez auprès d'une association de services de santé au travail qui est obligatoire, puisque vous êtes responsable de la santé de vos salariés dans le cadre de leur travail, ainsi que de leur sécurité. Vous devrez du coup convoquer votre futur collaborateur à une visite initiale d'embauche, à vos frais, bien évidemment. Adhérer à une caisse de retraite, adhérer à une caisse de prévoyance lourde de frais de santé. Et s'il s'agit de votre premier salarié, envoyez une copie du contrat de travail, une déclaration à l'inspection du travail. Voilà. Après, vous avez tout un tas d'autres choses, mutuelles complémentaires obligatoires, puisque vous devez la proposer. Il y a tous les équipements liés à la sécurité, l'obligation de fournir de quoi travailler aux salariés. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, mais là, je vous ai donné vraiment tout ce qui touche à l'administration pure et dure, sur lequel, en cas de problème, on ne vous loupera pas. Clairement. Donc, au total, vous avez 13 petits points. Alors, une association dite club e-sport peut-elle proposer des services d'aide scolaire s'orienter sur une autre chose en rapport avec le monde e-sport et la high-tech? Alors, c'est tout à fait possible, à la seule condition que vos statuts en fassent mention. Si ce n'est pas le cas, comme tout à l'heure, vous faites une modification de vos statuts en respectant la procédure de vos statuts initiaux. Vous faites une AGE si c'est pas s'il n'y a pas de procédure dans vos statuts, puis une AGO avant de les envoyer en préfecture, accompagnée des 2 procès-verbaux. Alors, je vois qu'on a quelques questions sur le chat, Lionel. Oui. Oui, bah, je reprends la question. Effectivement, suite à une assemblée générale, où est-ce qu'on doit envoyer le procès-verbal pour enregistrement? Donc, j'ai déjà répondu. Vous pouvez l'envoyer, si vous êtes en France de l'intérieur, à votre préfecture et au tribunal d'instance en Alsace-Moselle, avec le procès-verbal, la feuille de présence et les CERFA que vous pourrez récupérer sur les sites gouvernementaux pour transmettre effectivement les informations et attendre qu'on vous envoie le certificat, l'attestation que ça a bien été enregistré. Voilà. Donc, là-dessus, ouais, pensez bien au CERFA de modification des dirigeants, de déclaration de dirigeants, parce qu'il n'y a pas de modification de CERFA. C'est le même que celui de la création. Pensez-y parce que la préfecture va vous retoquer. Du coup, tant que ça, c'est pas fait, le nouveau bureau qui prend son mandat, du coup, n'a légalement aucun pouvoir. Alors, sinon, question suivante. Quelles sont les démarches pour avoir des subventions? Alors, vous avez plusieurs possibilités pour demander des subventions. Vous avez le site Le Compte Assos qui va recenser les informations déjà de votre association pour vous présenter vaguement la plateforme. Et vous aurez accès du coup aux subventions d'État. Toutefois, je vous le dis parce que je me suis fait avoir cette semaine puisque je suis en train de faire des dossiers pour mon association. Il y a un bon nombre d'organismes et de fédérations qui proposent des subventions par le biais de l'État qui sont soumis à des agréments. Le plus commun, c'est le JEP, dont j'ai plus la définition du signe en tête, qui colle plus à notre secteur, puisque l'État aujourd'hui n'a pas reconnu de réelle fédération qui nous permettrait d'obtenir des subventions plus facilement. Donc, ils exigent un agrément chez eux et en fonction de l'ouverture de dossier de subvention, un agrément plus ou moins long. L'ADI ayant 1 an au mois de juillet de cette année, du coup, je l'ai dans l'os, concrètement. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, faites une demande d'agrément sur ce
ce représentant de subvention d'État là, et puis vous pourrez ensuite enclencher vos demandes de subvention. Après, vous avez les mairies. En fonction de la taille de votre agglo ou de la communauté de communes, puisque les communes sont très petites, généralement c'est la Comcom qui s'en occupe, vous pouvez leur faire des demandes de subvention, généralement c'est en début d'année civile. Après, il y a des conditions plus ou moins variables. Je sais par exemple, moi, pour le siège social de l'ADI, l'association doit avoir 1 an d'existence. Voilà. Donc 2021, je l'ai dans l'os. 2022, je l'ai dans l'os, puisque juillet, ça fera 1 an. Par contre, 2023, je suis tranquille, je devrais avoir des subventions de ma commune. Les départements, donc là, ils ont leur site avec une date de dossier de subvention. Généralement, c'est pour des projets associatifs classiques. Après, vous avez plusieurs types de dossiers, enfin, plusieurs catégories pour les demandes de subvention, soit un projet, soit appel à projet. Prenez le temps de regarder, lisez bien les descriptifs parce que ce serait con que vous loupiez le coche et que vous ayez passé 3 heures à monter votre dossier pour qu'au final vous vous rendiez compte à la fin que ce n'était pas la bonne rubrique. Ce qui ne serait pas de bonne. Et puis vous avez les régions qui, eux, par contre, ont leur site internet. Donc vous tapez subvention région, je vous dis une bêtise, BFC, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, enfin voilà. Vous allez tomber sur leur plateforme à eux, vous créez votre compte. Et puis là, vous avez tout un tas d'ouvertures de subventions. Et vous faites votre dossier, c'est traité et c'est accordé ou refusé. Pardon. Voilà. Des associations peuvent-elles être en partenariat sur un projet? Est-il possible pour une entreprise de travailler en partenariat avec une ou des associations sur un projet? Oui, le partenariat interassociatif est possible sur des projets définis dès lors que les projets sur lesquels vous travaillez en partenariat rentrent dans les objets des statuts de votre association et de l'association partenaire. Si vous ne le faites pas, il va y avoir un couac à un moment donné puisque vous ne serez pas dans la légalité. Pour vous donner un cas concret, c'est ce que fait aujourd'hui l'ADI et la FFJV. En dehors de l'adhésion et de l'affiliation, l'ADI, en dehors de ça, enfin en dehors du pôle conférence, est consultante officielle auprès de la FFJV, notamment sur le juridique. Voilà. Donc, on a un partenariat qui existe entre nos deux entités interassociatives. Et pourquoi? Parce que nos objets se rejoignent et se complètent même très bien. Concernant les partenariats avec les entreprises, là, c'est plus compliqué. Ça reste possible. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous recommande vivement de dresser un cahier des charges. Une entreprise vous sollicite pour tel projet. OK, quels sont les attendus? Quel est le chiffrage? Qui fait quoi à quel moment? Quel est le calendrier prévisionnel? Voilà, qui est un truc très, 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 très complet. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ADI, on a un partenariat avec l'ISEG, qui est une grande école de communication à l'international. Et on a travaillé avec eux l'année dernière dès la création de l'association. Et c'est nous qui avons monté le cahier des charges. Par contre, on a été très clair sur le cahier des charges. Tous les travaux produits par les étudiants sont la propriété intellectuelle de l'association. Parti de là, ça nous appartient, on en fait ce qu'on en veut. Vous voyez, on anticipe. Mais c'est écrit, c'est acté quelque part. Là-dessus, soyez vigilants et soyez dans le détail, soyez précis. Les attentes et les finalités, bien évidemment, du commanditaire. N'hésitez pas non plus à établir un contrat partenarial avec l'entreprise. Ça vous permettra de négocier les attendus, les financements, et de manière plus formelle, ça va garantir une protection légale pour l'entreprise, mais aussi pour l'association. Voilà. Alors, les graphistes travaillant dans une association doivent-ils être rémunérés mensuellement? Si oui, sous quelle démarche? Alors, déjà, on est une association. Donc, je veux casser le mythe de l'écho chez les graphistes, obligatoirement, il faut les payer. C'est intolérable d'entendre ça aujourd'hui, puisqu'on reste de l'associatif. Qui dit associatif dit à 99% des bénévoles, du travail gratuit. Donc, gardez à l'esprit que vous n'avez pas d'obligation de rémunérer un coach ou un graphiste. Si le graphiste a un statut d'indépendant, qu'il a son entreprise, là, c'est différent. Mais si c'est quelqu'un qui adhère à votre association, vous ne le payez sous aucun prétexte. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous n'avez pas forcément les subventions.
Ensuite, il faut casser le mythe. Clairement, il faut casser le mythe. Parce qu'à ce compte-là, les joueurs sont encore plus importants que les graphistes et les coachs. Et eux, pourtant, ne sont pas payés et fournissent encore plus de temps et de travail que les coachs et les graphistes. Moi, je trouve ça pas équitable. Voilà, donc ça, c'est ma position personnelle. Ensuite, si jamais on doit parler de rémunération, dans le cadre d'un statut salarié, on parle donc d'un employé. Donc, les démarches restent les mêmes que pour la question des coachs tout à l'heure, avec les 13 petits points que je vous ai énumérés. Concernant les graphistes, s'il y a rémunération, vous pouvez toujours passer par le freelance, donc à la commande ou en B2B, qui fonctionne à peu près sur le même système. Ça rémunère une prestation de service à l'unité et non un salaire avec un taux horaire qui peut être beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que si vous faut juste remoderniser votre logo, créer un logo, ça va lui prendre 2 jours. Que si vous faites un CDD d'un mois parce que vous visualisez mal le truc, vous allez devoir le payer pendant 1 mois. C'est déjà pas le même prix. Parce qu'en plus, qui dit salaire dit cotisation patronale, cotisation salariale, tous les petits points que je vous ai énumérés tout à l'heure. Enfin voilà, ça a un gros impact financier. Donc des fois, le freelance ou le B2B peut être davantage intéressant sur l'aspect financier que d'embaucher quelqu'un. Donc j'ai qu'une chose à dire sur ce sujet-là, faites vos comptes. Alors, pouvez-vous fournir un exemple de prix de tarif pour une prestation d'association? Alors, je ne fournirai pas d'exemple parce que il y a plein de paramètres à prendre en compte. Déjà, règle numéro 1, pas de bénéfice. Jamais au grand jamais. Ensuite, budgétiser le coût réel, enfin au plus près du réel, des interventions sur la mise en œuvre et vous le déclinez pour un événement. Ensuite, vous allez construire le plan financier en reprenant les éléments que je viens de vous lister. Dans ce listing, vous allez également prendre en compte les déplacements et l'hébergement éventuels des personnes qui pourraient se déplacer. Et une fois que vous avez terminé de tout prendre en compte, vous allez devoir aussi mesurer le temps passé en intervention. Pourquoi? Parce que ce temps-là, quand bien même vous ne payez pas les gens, c'est du temps où le bénévole, du coup, il est disponible, mais il ne produit pas pour votre association directement. Donc, ça va être un moyen de réinvestir aussi dans l'association. Dès l'instant où vous réinvestissez les fonds excédents dans l'association, ce n'est pas un bénéfice. C'est garantir un nouveau développement, financement de projet. Quand vous avez monté tout ça, du coup, vous allez établir un chiffrage précis, ce qui vous permettra d'éditer une facture. Mais ça, vous ne pourrez le faire qu'une fois que vous aurez pris en compte tous les éléments que je vous ai donnés. En termes d'outils pour le budget prévisionnel, pour ma part, on utilise, alors j'allais dire Excel, non, nous on est chez Google, donc Google Sheet. Mais les deux sont pareils, hein, c'est des tableurs. Donc voilà, passez par ce biais-là. Faites une feuille avec votre listing, une deuxième feuille avec vos devis, et une troisième où vous construisez votre tableau. Et de là, vous avez un chiffrage. C'est comme ça que vous devez penser la tarification. Alors, les membres fondateurs d'une association peuvent-ils être rémunérés? Si oui, quelles sont les démarches et documents à fournir? Alors, je propose une coupure de 2 minutes parce que là, la réponse va être très longue. Et comme ça fait presque 1 heure, je propose 2-3 minutes de pause. On se retrouve, allez, 26, on se retrouve à 30. Et je vous balance mon monologue. Pour le coup, je n'ai pas d'autres mots. À tout de suite. Bah écoutez, à tout de suite pour ceux qui nous regardent. Si jamais, d'ailleurs, ceux qui nous regardent, vous avez, vous avez des questions peut-être à nous poser, vu que je vois qu'il y a certaines personnes qui nous regardent, n'hésitez pas. Sinon, j'en profite aussi, n'hésitez pas évidemment à suivre la FFJV sur Twitter, pour ceux peut-être qui le font déjà normalement. Vous avez peut-être pu suivre que actuellement, bien, nous avons un membre de la FFJV ainsi que notre représentant donc au niveau national qui s'appelle Kuroten, qui sont en Azerbaïdjan à Bakou. Et actuellement, nous avons donc les championnats d'Europe sur Tekken 7 qui ont lieu. Donc vous pourrez suivre un petit peu ce qui se passe
sur Tekken 7 en regardant le Twitter où il y aura des messages avec des photos et autres qui seront postés, les résultats. Et on essaiera aussi de faire un live avec justement Kuroten à son retour pour qu'il puisse nous donner ses impressions et pour que voilà, on puisse un petit peu parler de son parcours et aussi évidemment de ses projets sur Bali en fin d'année, puisqu'il aura aussi la chance d'aller à Bali. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent, est-ce que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, j'en profite, je reviens juste très rapidement sur la question qui nous a été posée par NTHX. Donc qui demandait effectivement pour, l'assemblée générale, où est-ce qu'on envoie les PV? Donc on a répondu, je vais juste rajouter, quelque chose peut-être pour l'Alsace-Moselle. Quand vous faites, votre déclaration en Alsace-Moselle, donc vous êtes au tribunal d'instance, vous envoyez votre feuille de présence, votre PV et en fait, en Alsace-Moselle, on n'a pas forcément de CERFA à envoyer. En fait, vous pouvez sur un papier libre, donc le faire sur un doc Word, tout simplement. Vous pouvez écrire effectivement la nouvelle composition du bureau avec la signature et la date du président élu et que vous ajoutez donc à votre PV, à votre feuille de présence. Donc, ce sera enregistré par le tribunal et vous recevrez le certificat. Donc, c'est vrai qu'en Alsace-Moselle, on parle souvent de CERFA, mais on a la possibilité en fait de le faire sur papier libre et d'envoyer les informations directement sur papier libre. Donc c'est à vous de remplir vous-même les informations. Voilà. Alors, est-ce que nous avons peut-être des nouvelles, questions, hein? N'hésitez pas, si jamais, vous voulez, poser des questions sur les différents sujets en attendant d'avoir, le gros pavé sur, est-ce qu'un membre fondateur d'une association peut-il être, rémunéré, ou pas? N'hésitez pas aussi à nous dire, hein, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, si, il n'y a eu, aucune coupure, pour vous et j'en profite aussi puisque, ben, pour ceux qui suivent la FFJV, hein, donc n'hésitez pas à nous follow sur, Twitter. Vous avez aussi les différentes, compétitions au niveau européen et au niveau, de l'IESF au niveau mondial pour, justement suivre un petit peu toutes les équipes et toutes les personnes qui participent. Donc, on essaiera la semaine prochaine ou un petit peu plus tard donc d'avoir Kuroten qui actuellement est en Azerbaïdjan à Bakou pour les championnats d'Europe de Tekken. Je vois que Dart est revenu. Est-ce que tout va bien, Dart? Ouais, c'est bon, j'étais parti boire un coup. Très bien. Alors je vais juste prendre rapidement la question. Si le nombre maximum de sièges au conseil d'administration n'est pas atteint, est-il possible d'élire de nouveaux membres au CA pour combler et comment le faire? Alors je vais répondre à cette question, Bloom lui-même. Eh bien tout simplement, en fait, dans vos statuts, vous devez avoir, effectivement cette, possibilité qui est déjà indiquée, qui dit que, le conseil d'administration ou le bureau pourvoit provisoirement, à ses membres. Donc, normalement, en fait, en fonction de vos statuts, vous avez cette possibilité, si votre conseil d'administration n'est pas rempli, de pouvoir coopter des personnes qui feront partie du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale. Et sinon, si vous n'avez pas cette fonction dans les statuts, vous êtes en mesure de réorganiser une assemblée générale ordinaire dans l'année en mettant comme point à l'ordre du jour, moi, tout simplement, l'élection aux membres du SAIN, on a dit que vous deviez faire une assemblée générale ordinaire une fois par an, mais vous avez le droit d'en faire plus, ce n'est pas interdit. J'ai d'ailleurs été dans une association où un jour on a dû faire 4 ou 5 assemblées générales ordinaires dans l'année pour traiter de nombreux sujets. Et pour répondre aussi à la question qui nous est posée, c'est quoi la différence entre un conseil d'administration et le CODIR? Donc le CODIR, c'est comité directeur. Eh bien, en fait, globalement, il n'y en a aucune, c'est juste l'appellation. Donc, soit ça peut être un conseil d'administration, soit ça peut être un comité directeur, qui sont globalement la même chose, hein, c'est juste l'appellation. Alors, faut-il marquer la notion de cooptation? Effectivement, en fait, si tu veux, dans le procès-verbal que vous allez rédiger, que ce soit si vous faites un procès-verbal de conseil d'administration ou de CODIR, vous marquez, en indiquant, les points à l'ordre du jour et vous marquez selon, l'article, 10, 11 des statuts, de l'association, la personne a été, cooptée au poste de machin jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu tant.
Donc effectivement, en fait, vous rappelez simplement le point de vos statuts qui concerne ce point de cooptation au conseil d'administration ou au CODIR. Si maintenant c'est fait lors d'une assemblée générale, eh bien tout simplement le point de l'ordre de l'assemblée générale, ça va être euh, élection de membres au conseil d'administration et vous mettez le membre machin s'est présenté, il a été élu avec tant de voix, tac tac tac, vous mettez à jour la fiche des membres du conseil d'administration ou du bureau et vous renvoyez le tout au tribunal ou à la préfecture pour qu'ils enregistrent en fait la nouvelle composition de votre conseil d'administration qui évidemment a changé par rapport à ce qui avait été fait avant. Alors, on peut revenir enfin sur cette question qui va nécessiter un laïus de 2 minutes non-stop de Dart. Les membres fondateurs d'une association peuvent-ils être rémunérés? Quelle est ta réponse? Alors, deux possibilités permettent de rémunérer les dirigeants d'une association. Donc, l'un de ces dispositifs peut s'appliquer à toutes les associations de France, Alsace-Moselle inclus, et l'autre ne concerne que les associations qui disposent de ressources annuelles supérieures à 200 000 euros. Le plafond a été revu à la hausse puisqu'il y a 2 ans, il était à 150 000. Pour qu'un dirigeant puisse être rémunéré, cela doit être prévu dans les statuts de l'association et voté par un organe délibérant de l'association, par exemple l'Assemblée générale ou le comité directeur, en fonction de comment vous avez construit vos statuts. La rémunération d'un dirigeant d'association sont imposables sur les revenus dans les mêmes conditions que les salaires, avec cotisation, etc. Donc les 13 petits points que je vous ai énumérés tout à l'heure rentrent dans ce cas de figure. Elles sont soumises du coup au régime de cotisation générale de la sécurité sociale, donc contribution à l'URSSAF. Une association qui ne respecte pas ces dispositifs perd son caractère non lucratif et peut du coup être soumise à l'impôt commercial, TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale notamment. Une association dont la moyenne annuelle des ressources sur les 3 derniers exercices, période durant laquelle du coup les données chiffrées d'une entreprise sont enregistrées, l'exercice dure en général 12 mois, aligné ou non sur l'année civile, et doit être au moins égal à 200 000 euros pour rémunérer un ou plusieurs dirigeants au-delà des 3/4 du SMIC, si elle remplit les conditions suivantes. Une délibération à condition que la majorité des 2/3 des membres est approuvée. Les statuts et les conditions de fonctionnement qui assurent sa transparence financière. L'élection démocratique et périodique de ses dirigeants, le contrôle de sa gestion par ses membres. Le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant est indiqué dans une annexe au compte de l'association. Ça veut dire quoi? Autant dans le droit privé, on met une importance très accrue sur la protection des salaires. En gros, dans une société, il n'y a que 2 personnes qui connaissent les salaires de tout le monde. Le chef d'entreprise, le RH. Sinon, c'est aussi bien gardé qu'un secret d'État. Là, ce n'est pas le cas. Les salaires des dirigeants seront communiqués lors de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, soyez vigilants sur les rémunérations éventuelles que vous souhaitez vous appliquer. Parce que ça peut avoir un souci de management et de relations sociales au sein de l'association. Les subventions publiques ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne des ressources annuelles. Donc, si votre association vit de subventions, ça ne rentre pas en ligne de compte. Si vous facturez de la prestation de service, il faut que vous ayez atteint un palier de 200 000 euros. Vous avez de la marge quand même. Hein. La rémunération n'est possible qu'à partir de la 4e année d'existence de l'association. Pas avant. Et le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés est limité et le montant varie selon les ressources annuelles. Donc, si vous êtes entre 200 000 et 500 000 euros par an, vous pouvez rémunérer qu'un dirigeant. Entre 500 000 et 1 million, 2, et au-delà de 1 million, 3. La rémunération de chaque dirigeant doit être proportionnelle au travail fourni. C'est normal. On ne va pas vous payer plus que ce que vous fournissez. Il ne faut pas déconner. Hein. Elle ne peut donc pas dépasser 10 284 euros bruts par mois. Sauf si vous êtes soumis à une convention collective. Là, il y a des petites subtilités. Mais retenez ça, vous ne pouvez pas dépasser 10 000 euros par mois.
Si une personne est dirigeante dans plusieurs associations, toutes ces rémunérations sont prises en compte pour apprécier le plafond de 10 000 euros. Ça veut dire quoi? Si vous avez un dirigeant qui a, vous avez un siège social, vous avez un siège social à Paris, vous avez une antenne à Lille, vous avez une antenne à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, et le président, lui, travaille sur toutes ces antennes-là. Il va donc être payé, puisque c'est défini comme ça, vous rentrez dans les critères. Vous ne pourrez pas, même avec tout ça, excéder une rémunération brute de 10 284 euros par mois au total. Ce qui veut dire que même si il travaille pour 5 antennes associatives, son salaire sera toujours au grand maximum, le tout inclus, de 10 284 euros par mois. Pas plus. C'est un peu lourd, je sais, mais c'est une question qui est assez complexe. Alors, une association peut-elle donner une période lors d'adhésion d'un adhérent? Oui. L'adhésion et ses modalités sont normalement prévues dans les statuts. Et ça comporte notamment les conditions d'accès, la durée, le paiement éventuel d'une cotisation, etc. Une adhésion peut être validée sur une période donnée et ça correspond le plus souvent à la période de l'exercice comptable de l'association, soit de manière générale 1 an. Vous pouvez faire moins, puisque avec mon vice-président, on a décidé pour les adhésions survenant entre maintenant et le mois de juillet que ce serait une adhésion entre maintenant et le mois de juillet. Et qu'après, on repartirait sur une adhésion d'1 an avec un paiement de cotisation, puisque pour l'heure, ils sont exonérés de cotisation, puisque, clairement, je n'ai pas le temps de m'éclater à faire des proratas à chaque fois que j'ai un nouveau bénévole. C'est juste pour me simplifier la vie. Mes adhésions sont gratuites jusqu'au 5 juillet. À partir du 6, par contre, elles sont payantes. Et ils adhèrent pendant 1 an, donc de juillet 2022 à juillet 2023. Ça vous permet aussi de rafraîchir la population et je vous recommande de le faire parce que ça peut être aussi un bon moyen de dire au revoir aux membres que vous ne voulez plus puisqu'ils ne sont plus investis ou puisque vous avez mal monté vos statuts et votre règlement intérieur et du coup sur la destitution d'un membre, vous êtes un peu pieds et mains liés. Donc ouais, non, faites des adhésions d'1 an, c'est bien. Les membres fondateurs d'une association doivent-ils avoir des diplômes en rapport avec ce domaine? Non, il n'y a aucune obligation aujourd'hui de l'obtention d'un quelconque diplôme pour diriger une association sur le secteur. En plus, et là je vais être encore un peu critique, mais les écoles qui dispensent les formations spécialisées sur le secteur e-sportif n'apportent aucune plus-value sur la réalité de terrain, clairement. Vous allez claquer 10 000 balles pour dire ouais, vous savez faire un peu de management, vous savez faire un peu de gestion, mais ça va s'arrêter là. C'est pas ciblé. Et puis à la sortie, si vous voulez trouver du travail avec ça, vous avez intérêt d'aller brûler beaucoup de cierges. Bref, passons. Donc aujourd'hui, seule votre expérience sera un gage de qualité et de crédibilité auprès de vos équipes. Si je vous donne un exemple plus concret sur le milieu industriel et les manufactures, vous avez forcément un centre de production, un atelier. Vous allez avoir un responsable de production et le plus souvent un assistant de production. Si l'un et l'autre ne maîtrisent pas les process de fabrication et ne savent pas définir les outils nécessaires à la conception d'un produit, vous allez bien vous douter que ça ne va pas tenir la route très longtemps, parce qu'ils ne seront pas crédibles. Ils seront juste là pour donner des ordres sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et que les ouvriers maîtrisent mieux qu'eux. Donc, gardez ça à l'esprit, parce que ça peut toujours avoir son impact. Après, ce qui va faire la différence aussi, c'est votre projet. Plus vous serez à l'aise sur la verbalisation et l'explication de votre projet, plus vous allez rassurer et plus vous aurez un management de qualité. Mais voilà, pour synthétiser ma réponse, non, il n'y a pas d'obligation de diplôme. Alors, où trouver les ressources concernant les textes de loi et la législation du monde associatif? Alors, déjà pour le conférence, bien évidemment, sinon ce serait d'une efficacité remarquable. Et puis, vous avez le site Légifrance, qui est le site de l'État sur toutes les nouvelles parutions de décrets, lois, codes, conventions collectives, droit européen, droit international, etc.
Vous avez également le site service public qui peut vous orienter sur le cadre légal pur et dur, en sachant que l'association, la première chose qui va la définir, c'est les statuts. J'ai fait une conférence, j'ai animé une conférence le mois dernier sur les statuts. La première chose, c'est ça. Puis, après, vous avez le référent association de votre préfecture qui peut aussi vous orienter. Alors, comment établir un budget prévisionnel? Quels sont les différents outils? Alors, avant de parler du budget prévisionnel, il vous faut un projet et un dossier stratégique pour visualiser votre projet, ses objectifs, son articulation, son mode de fonctionnement, etc. Une fois que vous avez formalisé l'idée, vous pouvez dresser l'inventaire de tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser votre projet. Matériel, partenaire, est-ce que je dois me déplacer? Si oui, comment je calcule mes défraiements? L'informatique éventuelle, les équipements annexes, papeterie, etc., etc. Une fois que vous avez fait votre liste, vous allez sur Google et vous recherchez les coûts. De là, vous aurez de quoi formaliser un tableau. Ce tableau vous donnera l'ensemble des dépenses pour votre budget prévisionnel. Dans le budget prévisionnel, et ça on l'oublie un peu trop souvent, il faut également mettre les rentrées d'argent. Cotisation, adhésion, partenariat. Et là, ce sont des montants estimés. Par exemple, voilà, vous avez des cotisations qui sont à 10 € par an, admettons, et vous estimez l'entrée à 100 bénévoles. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. Donc, vous savez qu'en rentrée d'argent, vous avez déjà 100 €. Ces 100 €, du coup, vous allez les insuffler sur quel budget? Voilà. C'est comme ça qu'on construit. Après, en termes d'outils, pareil, hein, Excel est très bien, puisqu'on n'est pas sur... Enfin, l'a dit, comme je pense la majorité des associations présentes ce soir, on n'est pas sur de la gestion en millions d'euros. Donc là, Excel ou Google Sheet est très bien et parfaitement adapté. Par contre, attention, si subvention il y a, ce ne sera plus des suivis comptables ou des budgets comptables en juste entrée-sortie. Il vous faudra des écritures comptables. Et ça, Yapla peut le faire pour les associations affiliées, puisque vous avez le suivi de votre comptabilité, si je ne dis pas de bêtises, sur Yapla. Alors, je dis toujours avec un bémol, puisque pour ma part, même si l'ADI est affilié, on utilise un autre logiciel qui est tout aussi bien, hein. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Mais enfin voilà, en termes de visuel et de facilité de gestion, je trouve plus adapté à l'ADI que ce que Yapla peut proposer, même si Yapla est très très bien pour les associations débutantes, très clairement. Alors, dans le cas où un joueur de notre association reporte un prize organisé par une autre association, devons-nous demander des documents à l'association responsable de la récompense? Alors, déjà, si le joueur n'a pas participé au tournoi pour le compte de l'association, le joueur, il est grand, il se démerde. C'est très vulgaire, mais je ne peux pas le dire de manière plus simple. Ensuite, si le joueur participe pour le compte de l'association, en représentant du coup l'association, puisque c'est l'association qui s'est inscrite à la compétition et qui a du coup annoncé que ce serait tel joueur qui participerait pour le compte de l'association, les gars appartiennent à l'association, puisque c'est l'association qui gagne. Par l'intermédiaire de ces joueurs, c'est l'association qui gagne. Donc après, rien ne vous empêche de redonner une partie de ce cash prize aux joueurs. Alors pas sous le format de la gratification, mais plutôt voilà, en reconnaissance ou en investissant du matériel. Voilà, vous savez que son PC est en train de lâcher, il a gagné le cash prize à 20 000 € par exemple, je vous dis une bêtise. Vous pouvez dire, bah voilà, écoute, tu as participé au tournoi, tu as gagné le cash prize. Du coup, à toi et ton équipe, on vous offre un nouvel ordinateur, une nouvelle console. Enfin, après, c'est à vous de voir. Ça peut être ça. Et je vous recommanderais même de le faire, ne serait-ce que pour le management et le bien-être associatif. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'organisation de l'âme, c'est à l'organisateur de remettre tous les documents nécessaires aux gagnants sur la suite et la distribution des gains. Et ça doit aussi, si je ne dis pas de bêtises, être notifié sur le règlement intérieur de la compétition.
Et là-dessus, pareil, pour les cash prizes qui, du coup, appartiennent à l'association, c'est elle qui les a gagnés par l'intermédiaire de ses joueurs, attention à la notion de bénéfice. Si vous ne pouvez pas justifier l'excédent d'argent, du coup, on parle de bénéfice si vous êtes soumis à l'impôt commerciaux. Donc, mon conseil, si vous avez un excédent de trésor, réinvestissez-le sur un projet plus important, vous faites don à vos bénévoles d'un nouvel équipement. Enfin voilà, mais ne gardez pas une trésor en excédent si vous n'êtes pas en mesure de la justifier en cas de contrôle de la préfecture. Parce que là, vous allez être bien embêté. Alors, quelle est la différence entre un vice-président et un coprésident? Alors, je crois que ça va être ma réponse la plus courte de la soirée. J'espère que vous êtes prêts. Ça va aller très vite. La seule différence est celle qui est définie dans vos statuts d'association. Voilà, c'était ma réponse. Non, je plaisante, je développe un peu, mais enfin, concrètement, oui, c'est ça. Hein. En une phrase, c'est défini par vos statuts. Par exemple, pour la vie, ce qui différencie le président du vice-président ou coprésident, c'est textuellement, c'est comme ça qu'on l'a marqué. Le président et le vice-président ne sont dissociés de par leurs devoirs, pouvoirs et droits que par l'intitulé de leur fonction. Virgule. En outre, le président et le vice-président ont les mêmes droits, pouvoirs et devoirs sur la gestion de l'association. Voilà. Mais comme au moment de la création de la DIF, il fallait un président, un vice-président, bah, du coup, on a tranché comme ça. Mais vu qu'on était deux à la fonder, c'est moi qui les ai rédigés, mais j'ai voulu formaliser quand même qu'il n'y avait pas de différence entre nos deux fonctions, juste l'intitulé. Si vous voulez mettre une différence entre les deux, c'est à vous de clairement le définir, de clairement le formaliser sur les statuts. Alors, eh bien, écoute, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de toutes ces questions. J'espère que ceux qui nous ont regardés, ben, écoutez, ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire dans le chat ce que vous avez pensé de cette fac. Dart, est-ce que tu as des choses à rajouter, peut-être, avant qu'on se Alors, quitte? oui, déjà, je remercie ceux qui m'ont envoyé les questions. Donc, j'en ai eu beaucoup, très clairement. Donc, vu que je vois qu'il y en a qui sont là, oui, je vois LGBNF qui m'a envoyé ces 3 pages de questions. Je ne les ai pas toutes traitées puisque j'ai manqué de temps. Par contre, elles seront sur la prochaine FAQ du mois de juillet pour que le temps que vous passez à nous envoyer les questions, nous, on prenne le temps d'y répondre. Voilà, donc il y avait un total de 32 questions et j'en ai compté, je te l'ai dit combien, Lionel, ce matin? 27? Alors là, normalement, on a dû faire 26 questions. 26 questions, voilà. Qu'on a fait plus que la moitié, ce qui est déjà pas mal. Non, clairement, j'ai pas pu toutes les faire par manque de temps puisque j'ai aussi mon association. J'ai un travail et j'ai, comme tout le monde, une vie privée, une vie de famille. Donc voilà, donc j'ai pas tout traité, j'en ai traité une grosse partie et les prochaines seront pour la FAQ du mois de juillet qui, et je l'annonce tout de suite, sera ma dernière FAQ puisque de par mes obligations de président d'association, je me retirerai à la fin de la saison, donc au mois de juillet, du pôle conférence. Donc là, je lance un appel à candidature pour ceux que ça intéresse. Je recherche du coup un remplaçant pour être responsable du pôle conférence avant mon départ pour qu'on puisse garantir une continuité du travail qu'on a amorcé avec les membres du pôle et le CODIR pour la rentrée de septembre 2022, puisque moi je serai là jusqu'à le dernier événement qu'on proposera, le dernier mercredi de juillet, avant avant mes vacances l'été. Voilà. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas, puisque je pense que ce pôle a de l'avenir, avec ou sans moi, puisque je pars du principe que personne n'est irremplaçable. Mais enfin voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas à venir me voir, parce que ce pôle, on l'a pensé d'abord avec le LADI et la FFJV,
Et pour parler simplement, ça me ferait mal de le voir couler juste parce qu'il n'y a personne derrière pour reprendre la tête. Enfin, du moins, personne avec qui j'aurais pu travailler sur la montée en compétences. Voilà. Donc, du coup, c'est annoncé officiellement. J'en ai longuement parlé avec le CODIR ces dernières semaines. Mais voilà, mes obligations privées, professionnelles et de président d'association font que je ne pourrai pas, à partir de septembre prochain, maintenir mon statut de responsable de pôle auprès de la FFJV dans de bonnes conditions. Déjà là, je le sens, puisque pour tout vous dire, cette FAQ, je l'ai préparée sur mes temps de pause déjeuner au bureau en semaine. Voilà. Donc, je manque de temps. On en manque tous, je suis d'accord. Mais enfin voilà, aujourd'hui, je cherche quelqu'un pour prendre ma place le plus rapidement possible, qu'on puisse travailler à deux et que je puisse avoir le temps de transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Donc, s'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Voilà. Ok, bah écoute, s'il y a des volontaires, n'hésitez pas à contacter Dart ou vous pouvez aussi poster directement sur le Discord de la FFJV en disant hey, coucou. Moi, en tout cas, je te remercie, Dart, pour la FAQ. N'hésitez pas effectivement à nous écrire sur le chat du Twitch ou même sur aussi le Discord ce que vous avez pensé de la FAQ si vous l'avez trouvé intéressante. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir, qui ont posé des questions, qui ont participé. Je remercie Bloom qui a eu des questions, NTHX, LGBNF et les autres personnes qui nous ont regardés. Merci à vous et bonne soirée. Ben, merci et bonne soirée et bon week-end puisque demain on est férié et possiblement beaucoup de personnes font le pont, donc 4 jours Ouais, de et week-end. ben, j'envie tous ces gens-là. Moi aussi, hein, moi j'ai pas de vacances, donc voilà. Bon, en tout cas, bon week-end pour ceux qui sont peut-être déjà en week-end et sinon, bah, bon week-end à partir de vendredi soir pour ceux qui seront en week-end. On se retrouve donc dans 2 mois pour la prochaine FAQ et vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube avec les timecodes pour pouvoir tout revoir avec les questions exactes qui vous intéressent. Et je vous retrouve le mois prochain pour une conférence sur les rôles, devoirs et pouvoirs du président d'association. Du président, du coprésident et du vice-président aussi. Oui. Oui, parce qu'on Super. parlera aussi des organes délibérants et décisionnaires de l'association. Super. Bah écoutez, merci à toutes et à tous et on se retrouve donc le mois prochain et dans 2 mois pour la prochaine fac. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.